René Smale, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu le courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Le Katanga fait sécession. Moïse Tshombe, politicien talentueux, surnommé Monsieur Tiroir-Caisse, se proclame président de la province sécessionniste avec la bénédiction de la Belgique. À Ille-et-Vimbéteville, il y avait surtout alors des intérêts financiers très importants. Vous aviez l'Union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'Union minière. Parmi les principaux chefs de la province sécessionniste figure le ministre des Finances, Jean-Baptiste Kiboué. Dès que nous avons pris la boutique, l'Union minière exportait toujours le cuivre et les recettes du cuivre étaient versées à la Banque nationale katangaise. Le chef de cabinet de Moïse Tshombe est le juriste belge Jacques Barteloup. L'Union minière payait ses taxes, ses redevances, ses impôts au gouvernement katangais et plus à Léopoldville. Donc les Katangais avaient de l'argent en suffisance. Et ce qui leur a permis d'équiper leur gendarmerie katangaise, d'acheter des armes, d'acheter des blindés. Il y avait des marchands d'armes qui venaient tout le temps chez Tshombe. Engagés pour défendre le monde libre au cœur de l'Afrique, les mercenaires de Tshombe sont rapidement surnommés les Affreux. À Léopoldville, la capitale du Congo, c'est la colère et la déception. Le drapeau de l'ambassade belge est affalé et l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale renvoyé en Belgique. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Patrice Lumumba a demandé l'envoi de troupes américaines pour expulser les Belges. Il a rencontré l'ambassadeur américain Claire Timberlake. Mais pour ce dernier, l'arrivée de troupes américaines risquait de provoquer la mobilisation de l'armée russe. Et il a conseillé à Lumumba de s'adresser aux Nations Unies. Il s'ensuit une mascarade de grande envergure. Des avions américains sont repeints en toute hâte pour transporter des casques bleus au Congo. Lumumba et son gouvernement ont fait appel aux soldats de la paix pour qu'ils mettent un terme à la sécession du Katanga. Mais les Nations Unies n'interviennent pas auprès de Tshombe ni dans la province séparatiste. Le conseiller militaire de Dagamarjold, le général indien Indar Riquier, est dépêché au Congo. Monsieur Lumumba, Monsieur Kasavubu et les chefs des différents mouvements du Congo avaient une idée complètement fausse de ce que les Nations Unies devaient y faire. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le Premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kasaï. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire, mais il est confronté à un problème majeur.
comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale. Comme on ne lui avait pas donné d'avion, il a accepté ceux des soviétiques. L'opération militaire est une réussite, mais Patrice Lumumba vient de signer son deuxième arrêt de mort, cette fois du côté américain. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo, thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Vous étiez en contact avec les Américains? Oui. Ouais. Enfin, mon contact était Devlin, Larry Devlin. Ouais. On s'entendait bien et on a fait certaines choses ensemble, mais simplement. Mais les Américains, je crois, voulaient liquider le Lumumba. Oui, le colonel Marlière faisait partie des services spéciaux belges. C'était un officier très respecté. Bon, on s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça oui. Alors on captait toutes les conversations téléphoniques de Lumumba. Ça a rapporté quelque chose? On savait en général ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Au cours de conférences de presse, Lumumba tente en vain de gagner l'opinion publique à sa cause. Juliana, la fille de Lumumba, a assisté à plusieurs de ces conférences. J'étais tout le temps avec mon père. Souvent, j'étais la seule autorisée quand il travaillait ses discours. Donc je m'asseyais calmement et j'étais avec papa, c'est tout. Dans la presse belge, on le montrait Satan carrément avec des cornes et tout ça, le communiste. Parce que simplement, il disait quelque chose qui était l'aspiration de la majorité des gens, mais qui n'était absolument pas dans la mentalité ni dans le vouloir de la puissance coloniale de cette époque-là. Qu'il voulait que l'homme noir et l'homme congolais soient un homme digne d'abord de sa propre culture, et il croyait en cet homme-là. Nous voulons être indépendants, oui, nous voulons, mais dans l'égalité et dans le respect. Je crois que c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il était intransigeant. Êtes-vous communiste, monsieur Lumumba? Je dois toujours rire quand on me pose cette question. Je ne suis pas du tout communiste. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. L'agent de la CIA, Larry Devlin, reçoit $100 000 de la centrale. Sa mission, faire de l'élimination de Lumumba une priorité qui doit guider ses opérations secrètes. J'ai reçu un câble me signalant l'arrivée d'un officier supérieur chargé de me donner des instructions précises. Cela m'a surpris. Pourquoi m'envoyait-il quelqu'un plutôt que de m'adresser un câble? Les télégrammes belges mentionnent une mystérieuse opération Barracuda et l'arrivée de 2 enfants. Eh bien, je vais vous dire sincèrement que je ne me souviens pas du tout du mot-code Barracuda. Les 2 enfants, Les 2 enfants, ça ne me dit rien. Mais si, ils ont envoyé deux personnes, oui, un attaché de cabinet et le major Loos, ils les ont envoyés, tous les deux, ça doit être ces deux-là, pour venir me parler de l'affaire de Lumumba. Et alors, il a été question, eux étaient plutôt pour la suppression. Quand il m'a informé qu'il voulait se débarrasser de Lumumba, j'étais stupéfait. Je n'avais jamais entendu dire que la CIA pouvait être mêlée à ce genre d'affaires.